Alexandre. Pablo, bonjour. Bonjour, bienvenue au laboratoire du cinéma. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour faire une expérience autour de l'écriture, autour de la comédie aussi. Et d'ailleurs, tu as un beau cursus comédie, en commençant dans une belle école, je pense, qui est les Guignols de l'info, que tu écrivais. Il y a longtemps, voilà, avant les années 2000. Voilà. Tu as ensuite prolongé avec Maléfique, ton entrée dans Ça, c'est l'entrée dans le cinéma, ouais. Ouais. On est scénariste, c'est notre premier film. Je dis nous parce que, en fait, je travaille avec Franck Magnier, que j'ai connu au Guignol de l'info, qui était un auteur. Et depuis, on écrit tout le temps ensemble et on réalise aussi ensemble. Voilà. Votre premier film de cinéma, c'est Imogène, en tant que réalisateur. Boule-et-Bill, comédie familiale, très chouette, et Les Têtes de l'Emploi, notamment, parce qu'il y a d'autres films qui ont suivi, notamment Le Larbin. Ouais, Le Larbin. Ouais. Donc, registre de la comédie, un genre qu'on dit souvent difficile, parce que faire rire, surtout sur 1h30. En fait, la comédie, c'est un peu un film de genre. Ouais, on dit film de genre, c'est les séries B, des trucs comme ça, mais la comédie, comme il y a beaucoup de codes, pour nous, c'est un film de genre. Donc, il y a des genres à respecter, à transgresser. Voilà, on joue avec les codes du genre, quoi. Oui, c'est assez exigeant. Ouais. Des moments clés, des choses un peu à pas louper pour pas... Super, on va appliquer ça tout de suite en faisant une petite expérience d'écriture. Si tu veux qu'on passe au laboratoire, dans la partie labo, je t'en prie. Oui, donc je me mets là. Voilà, c'est toi, je t'en prie. On va partager cet espace. Attends, voilà, je mets ma jambe. C'est bon, t'es calé. Mais c'est important quand on se met à un bureau qu'on soit bien installé. Oui. Non, je vais voilà, comme ça. Quand j'étais petit, j'avais toujours le pied de la table. C'était terrible. Et là aussi, je t'en remets dans un trauma d'enfance. Du coup, voilà, face à la page blanche. La page blanche, la terreur de l'angoisse des écrivains. En fait, mon collègue, il déteste la neige, mais maintenant, je comprends pourquoi. Cette espèce d'immensité blanche, tu sais, immaculée. Et tu fais, faut que je le remplisse, faut que je... L'angoisse. C'est horrible. T'inquiète pas, du coup, j'ai quelque chose pour remplir un peu. Je crois qu'il y a peut-être plus de 20 ans. Je m'amusais à ramasser des objets que je trouvais dans la rue, par terre. Et je les mettais sous plastique. Donc là, on va découvrir ensemble un certain nombre d'objets qu'on pourra étaler sur cette table blanche qui sera plus blanche pour le coup. Et l'idée, c'est voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va trigger l'idée. J'aimerais rajouter comme contrainte, mais à voir après si on prend ou on laisse pas, le mot anniversaire. Mais à prendre ou à laisser. Éventuellement, on peut noter aussi des choses, on a des feuilles. S'il y a des choses qui commencent déjà à poindre. Et puis après, à partir de ça, il va falloir quand même qu'on se débrouille pour faire un récit. Bien. Je sens la petite... Non. J'ai toujours rêvé d'être un savant fou avec ma blouse. Là, on a un bouton, on a une diapo qui représente un enfant. Un petit garçon qui pose. Qui prend la pause, il a rappelé timide. Encore une carte postale, peut-être on va arrêter avec les cartes postales. À l'époque, tu vois, il y avait quand même des négatifs. Plus on peut trouver des négatifs dans la rue. Il y a un chien, t'as vu, dans un fauteuil. Le mec avec son chien. Il y a une punition. Je ne dois pas me battre. Ok. Tu vois qu'est-ce qu'on a d'autre? Une contravention déchirée. Non, admis en classe. Un bon de retard, tu vois, qui a été déchiré. Post-it qui a dû être laissé. Voudriez-vous avoir l'obligeance de laisser cet emplacement à son propriétaire? Merci. On peut sentir... regarde, Alexandre. Voilà. Alexandre, c'est montré très agité lors de la demi-pension. Le réfectoire n'est pas la cour de récréation. Alors Alexandre, tu vois. De plus, il se permet de mentir lorsqu'il me dit qu'il n'a pas son carnet, qu'un surveillant le lui a pris alors qu'il se trouvait dans son cartable. Ce comportement n'est pas acceptable. Alexandre, alors ça t'est brûlé, on imagine bien que le fameux Alexandre a voulu faire dissimuler les preuves. Changer d'attitude et plus franc envers la de la vie scolaire. La surveillante. La surgée, comme on dit. Maintenant, on dit CPE, je crois. Je sens que ça t'a... je sais pas, non, il y a un truc qui me parle. Déjà, il va s'appeler Alexandre. Voilà. Bon, déjà. Non, le truc que je trouve marrant, c'est ça, là. Vas-y. C'est ça. Ouais. Tu veux combiner les trucs le réfectoire n'est pas la cour de récréation. Voilà, donc la CPE, quand même, elle n'est pas contente, quoi. Donc il a dû être convoqué, se faire engueuler, tout ça.
il y a la punition. Voilà. Je ne dois pas me battre. Okay. Donc effectivement, c'est pas la cour de récréation, mais la cour de récréation n'est pas non plus un lieu où on se bat. Donc voilà. Allez, ouais. Et puis ça là, ça me. J'aime bien l'idée du petit gamin qui est là comme ça. Donc c'est lui en fait c'est Alexandre. C'est Alexandre. Ok, alors est-ce qu'on pourrait le décrire pour les spectateurs? Je pense pas qu'on pourra le montrer parce que prenez le droit à l'image. Donc il a l'air tout mignon quand même. Ouais, c'est ça, il sourit un peu. Et main derrière le dos. Main derrière le dos, ça dissimule un peu son envie de faire des conneries, quoi. Il a l'air tout sage, comme il a dit, tiens-toi tranquille. Ok. Et du coup, qu'est-ce que alors, on s'arrête là-dessus. Je sais pas, déjà, en fait, moi, il y a un truc qui me. T'as une diligence, si tu veux. Non, c'est une cage au fou. Ouais, alors c'est peut-être, il jouait peut-être à ça aussi, et puis il s'est fait engueuler aussi, il s'est fait toper avec, tu vois. J'aime bien le côté le gamin indiscipliné ou qui fait des, et en fait je me dis parce que je pensais à un acteur adulte, ouais. Et je pensais à un adulte qui soit repense ou parce qu'en fait les blessures d'enfance à l'école. Je me suis aperçu que ça poursuivait les gens longtemps. Okay. Et qu'il y a des gens qui ont 40, 50 ans, 60, qui continuent à dire « Ouais, quand j'étais petit, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Et en fait, on pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui est adulte, ouais. Qui voudrait revoir sa CPE, par exemple. Qui est très vieille, sans doute. Okay. Et il voudrait soit comment on pourrait dire ça? Lui dire que c'est pas lui, en fait, voilà. Ça pourrait être un truc comme ça. Ouais. Lui dire qu'en fait, il s'est fait gronder, mais que c'était pas lui. Et en fait, je sais pas, 30 ans après ou 40 ans après, il a envie de réparer cette injustice dont il a été l'objet, quoi. Ok. Bah alors donc. Tu vois? On a Alexandre. Le petit Alex. Alexandre. Mais c'est moi. Voilà. C'est moi. Alexandre. Est-ce que tu veux nous partager un petit trauma d'enfance? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je n'en ai pas. J'imagine bien quelqu'un qui, parce que c'est comment dire, dans les films. C'est toujours des situations particulières. En fait, c'est jamais. On fait pas un film avec des situations générales, quoi. Et donc, en comédie, par exemple, ce qui marche très bien, ce qui est un bon ressort, c'est l'obsession. Okay. Un personnage qui a une idée fixe ou qui est obsédé. Et par exemple, là, ce personnage pourrait être obsédé par cette espèce d'injustice dont il a été victime, et il voudrait la réparer. Voilà. Le principe, je trouve, qui fonctionne, enfin moi que je préfère, c'est quand une comédie, en fait, on peut en faire un drame. Quand la situation est dramatique et justement, on en fait quelque chose de drôle. La personne, c'est pas drôle du tout. Alexandre, par exemple, il a énormément souffert. Ça l'a empêché d'avancer. Donc, alors après, on peut faire ça dans un film. On peut imaginer que tout ce qu'il entreprend rate. Alors rate de manière aussi rigolote, parce qu'il a ce trauma de cette injustice, une espèce de trauma originel, quoi. Et un jour, par exemple, je divague un peu, hein, on peut imaginer que, je ne sais pas par quel biais, un psychanalyste ou autre chose, parce que le psychanalyste, ça a été beaucoup fait, mais il se rend compte que le problème originel, c'est ça. Et donc, il décide de réparer ça, comme si, en fait, c'est le fameux truc, quand on va voir un psy, il faut rajouter une séquence, quoi. Donc, s'il arrive à retrouver cette surveillance générale et réparer cette injustice, il pourra à nouveau aller de l'avant, enfin, et puis arrêter de foirer tout ce qu'il entreprend. Après, est-ce qu'on va jouer sur le off? On peut jouer sur le off. En tout cas pour le psy, parce que je pense, s'il est juste dans son canapé, il parle, on se bat carrément. Alors, non, mais ça c'est intéressant.
Ça veut dire que il est chez le psy. En fait, c'est lui qui fait tout le boulot. En fait. Alors, bon, le gag voudrait que, par exemple, on fait un contre-champ, on s'aperçoit que le psy est en train de pioncer et que voilà, et que ça permet à Alexandre de faire sortir des trucs parce que et il lui devra de l'argent, c'est important. Ça va déjà arriver. Oui, j'imagine. Alors c'est un gag aussi, je pense, qui a déjà été fait parce que la comédie. C'est aussi s'inscrire dans l'histoire de la comédie. Donc il y a des choses, des situations qui ont déjà été faites. Et je trouve que par exemple, quand on était au Guignol, on avait toujours ce souci-là de savoir, tiens, est-ce que ça a déjà été fait, ça ? Et puis voilà. Donc il y a un côté un peu on poursuit le travail de la comédie en inventant des choses nouvelles. Okay. Donc c'est vrai que ce psy-là, peut-être que ce gag a déjà été fait. Bon. Ouais, est-ce qu'on fait pas l'économie du personnage et voire de l'acteur on peut faire en disant, le mec, de toute façon, tout le monde identifie donc, mais le œuf, c'est très intéressant. Le œuf, c'est super intéressant. Tout le monde identifie leur cadre. Si t'as un mec sur un sorte de divan, voilà. On peut même figurer qu'il dort sans le voir. Et donc, en fait, on a un psychanalysé qui est tout seul et qui fait son travail tout seul. Mais peut-être que le silence que lui renvoie le psy, c'est peut-être le meilleur. C'est ça qui l'aide. Le meilleur outil, quoi. Là, je fais une sorte de bulle. Et moi, là, j'irai à Alexandre, qui a trouvé l'endroit où habite l'ancienne surveillante. Ok. Tout déballer, lui dire voilà, hein, et puis en fait, je sais pas, il s'aperçoit qu'elle, en fait, elle a Alzheimer, elle le reconnaît pas, quoi. Et en fait, sa réparation n'aura, malheureusement, il sera toujours avec son truc et il s'en sortira jamais, quoi. Ce qui est un peu cruel. C'est marrant que il cherche une solution. Là, il a le but. Voilà, il a le but, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un but sous un but, et que finalement, il n'est pas la réponse qu'il voulait, mais qu'il y a quand même une réponse. Il y a quand même une réponse. D'autres choses, tu vois, je trouve un truc un peu positif qui ferait que... Et là, parce que là, je pensais en même temps que j'étais en disant un seul personnage, je trouvais ça drôle, si tu vois, l'autre gars important est off, et que là aussi, il est off. Donc, tu vois, on n'aurait pas le contre-champ, mais que ça suffirait à comprendre le gag et la chute. Ce qui est d'ailleurs un truc aussi, j'allais dire une règle de scénario, c'est tu vas chercher quelque chose, en fait tu ne trouves pas cette chose-là, mais tu repars avec autre chose, qui te permet de... Voilà. Le travail du spectateur va être d'imaginer ce qu'il y a hors champ, quoi. Et que moi j'ai toujours aimé ça, ce qui est en dehors du cadre. Et je trouve que dans la comédie, c'est aussi important de figurer ce qui est en dehors du cadre et d'en faire quelque chose qui peut être drôle que de tout montrer. Tu vois, parce que je trouve que ça moi, en tant que spectateur, ça me fait cogiter, quoi, ça me fait travailler, et voilà. Alexandre, là, un de ses trucs, c'est qu'il a jamais réussi à vivre avec quelqu'un. Enfin, tu vois, toutes ces histoires, ça a foiré, ces histoires d'amour ont foiré. Et en fait, il est persuadé, ce qui n'est peut-être pas vrai d'ailleurs, il est persuadé que c'est à cause de ça. En fait, c'est pareil, dans une comédie, ce qui est important, c'est la subjectivité. Tu fais pas forcément une chose parce que objectivement, elle est juste. C'est que toi, tu estimes qu'elle est juste. Tu vois, c'est cette subjectivité-là qui est vraiment importante. Et donc, il est persuadé qu'en réglant ce problème d'injustice où c'était pas moi, machin, c'est vraiment j'ai été puni et tout ça, il retrouve effectivement la personne. Il se trompe, comme tu dis. Mais, alors comment, je sais pas, mais la personne chez qui il sonne, ce sera la personne qui sera la femme de sa vie. Ah oui. On approche. On va remettre ça en... Je trouve que c'est un bon moteur. Là, parce qu'il s'est montré très agité. Très agité. Le réfectoire n'est pas le cours de récréation. Alors pourquoi il était très agité, tu vois Il était peut-être très agité parce que... Peut-être qu'il avait Est-ce qu'on ne met pas tout de suite une histoire d'amour, enfin, tu vois, ou peut-être parce qu'il a appris que ses parents se séparaient. Ah, ouais. Tu vois, et donc ça a foutu tout en l'air de lui, ses propres fondations sentimentales, en fait. Et donc il était très agité. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi il était très agité, en fait.
Et en fait, il voudrait la revoir pour lui dire, mais en fait, j'avais des raisons d'être agité. En fait, on m'a pas écouté. De plus, il se permet de mentir lorsqu'il me dit qu'il n'a pas son carnet, qu'un surveillant le lui a pris alors qu'il se trouvait dans son cartable. Ce comportement n'est pas acceptable. Changer d'attitude, plus franc envers. Il a menti parce que il voulait pas revenir chez lui avec. Tu sais, c'est une chose en amène une autre, quoi. Tu sais, un mensonge en amène un autre. Donc il a pas voulu revenir chez lui alors que la situation était compliquée. Il s'est dit, je vais me faire. Enfin, c'est terrible. Si je rajoute au séisme, en plus 2 heures de colle, c'est voilà. Parce qu'il y a une nana à poil, quand même, on dirait. Ah oui, quand même. Qui se cache. Mais c'est pas le même carré. Hein. Putain, c'est génial. Ça pourrait être une sorte de comédie romantique à base de trauma originel et qu'à la fin du film, ça lui permet de trouver quelqu'un qui peut-être soit a vécu la même chose, ou soit... Parce que c'est aussi ce qui arrive, des fois, c'est deux personnes un peu pas cabossées, parce que c'est un peu trop, mais qui se trouvent, quoi. Parce que ce que j'aimerais bien, c'est que de toute façon, ça va être très dialogué, parce que c'est que du dialogue, là, ouais. Voilà. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que la révélation, elle soit... pas muette, mais tu vois, ou très peu de mots. J'aimerais bien qu'elle n'ait pas à déballer à ton histoire, parce que j'aime bien ton concept, tu vois. Mais j'aimerais qu'on arrive à le faire comprendre sans qu'elle dise ton histoire m'a ému, moi aussi, tu vois. Comment on peut faire pour... C'est vachement dur, ça. Je sens que t'es bien chauffé, donc maintenant. Non, c'est vachement dur. Et non, mais c'est très dur. Alors, tu voudrais avoir qu'un seul personnage. Il est vraiment fauché, ton film. Mais oui, mais moi, je te dis, ici, au labo, on est fauché. Une actrice de plus, quand même. C'est très, très dur. Non, si tu veux, mais, parce que j'ai l'impression que ça peut gagner en force aussi, tu vois, d'avoir ce personnage. Tu vois, moi, du coup, tout de suite, je vois 2 plans, quoi. Je vois 2 plans fixes. Un sur le canapé, et quand il sort du champ, il jette l'argent, et puis voilà. Hop, il rentre dans le champ, il est un plan pareil. L'encadreur de la porte s'ouvre, il balance son truc. Peut-être que justement, quand il parle, il a la tête de passe, du coup, il voit pas ce qui se passe, et puis hop, il lève la tête. Je veux bien de la voix off, tu vois, un hors-champ voix off. Attends, j'allais te dire... je te l'accorde. Le subterfuge, la voix off. Alors, non, parce que c'est très... Enfin, pas dans la narrative, mais quelqu'un qui parle en off. Oh non, moi, j'étais en train de... Attends. Pardon, excuse-moi. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des infos à faire passer. C'est-à-dire que y a l'info à faire passer qu'il se trompe soit de sonnette ou soit de porte ou je sais pas quoi. Ouais. Et il y a l'info aussi que la personne à qui il parle, tout d'un coup, son histoire la bouleverse, qu'elle-même a vécu la même chose et qu'en fait, c'est la rencontre de 2 âmes sœurs, par exemple. Là t'as quand même des infos à donner. Est-ce qu'on ne peut pas alléger du coup ces infos ? Donc, alors, sinon, il y a une autre solution. Alors, non, pas, alors, jamais ça. Jamais c'était un rêve. Même dans les films d'horreur, c'est super décevant. C'est un truc horrible, il se réveille. Non, c'est pas possible. Ça, le rêve, c'est plus possible. C'est comme le chat. Tu sais, t'entends du bruit, c'était le chat. C'est plus possible. On n'a plus le droit de faire ça. D'accord ? Alien. Mais dans Alien, ça marche. Sur l'espace. Exactement. Non, tu fais une voix off à la Truffaut. Okay. Ah oui, Antoine Daniel. Ouais, un truc très d'une façon assez littéraire, assez, tu vois, que en fait il a trouvé quelqu'un qui a vécu la même chose et qui. C'est très difficile. Il faut donner les infos. Qui donne les infos ? Tu vois ? C'est la première partie. Alors ça, c'est aussi une question quand on écrit des films vachement importante, c'est les infos. Mais c'est vrai que ça me plaît ton histoire de voix, parce que je pense que ce que j'aime bien, c'est le côté un peu pastiche. Pouvoir s'amuser. Le truc, les 2 Anglaises et le continent,
cette voix complètement littéraire. Vas-y, imite un peu pour le spectateur. Tout le monde n'a pas la J'étais troublé par le regard de Jacqueline. Bon, alors, on n'a pas Jean-Pierre Léaud, mais tu vois, une espèce de truc comme ça. Alors, par exemple, dans Un éléphant, ça trompe énormément, la voix off de Rochefort, c'est extraordinaire. Mais tu vois, là, bon, je sais pas, après, faudrait réfléchir. Parce que si on est d'accord avec notre situation, ce qu'il faut, c'est quand même qu'on ait plus de matière, parce que l'idée là, c'est qu'on arrive à trouver l'ébauche d'un scénario, quelque chose qui soit exploitable, et qu'on pourrait mettre après dans les pattes d'un acteur, pour qu'il puisse un peu, vraiment se confronter à ça et arriver à donner corps, mais donc nous, il faut qu'on lui donne la substance nécessaire. Moi, je pense que oui, c'est-à-dire que... Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Alors, est-ce qu'on est d'accord d'encapsuler ça dans une espèce de voix off un peu truffaldienne, très, un peu à distance, pas ironique du tout, factuel. Tu vois, Alexandre aujourd'hui a 40 ans. Ah oui, donc c'est pas la première personne, c'est un narrateur. Ouais. Okay. Alexandre à 40 ans. Ouais. Et moi, je vais mettre les mots-clés, comme ça, on les aura. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? 40 ans aujourd'hui. Et pour ces 40 ans, il vient pour tu vois, je sais pas, 1350e fois chez son psychanalyste. 1350 par exemple, j'en sais rien. Séance voilà, de psychanalyse. À 60 €. Oui, par exemple, tu peux, mais si tu le dis vraiment très droit, à 60 € la demi-heure. Total. Alexandre ne préfère pas y penser. Il faut qu'il rappelle toujours son problème, qui est de ne jamais rien réussir. Depuis 20 ans. Il est toujours bloqué sur le même truc. Donc, je pense que c'est via son dialogue qu'il rabâche la même chose. Et il demande son avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Silence. Ah ouais. Et puis, en fait, du coup, il trouve un truc. Oui, non, vous avez raison, ne me répondez pas. Non, même pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un silence. Ah, vous avez raison, j'y avais jamais pensé. Tu vois, en fait, il y a zéro truc, mais c'est comme un peu comme quand tu parles à ton chien, par exemple. Tu vois, en fait, il est là, il te regarde, et puis tu lui dis, ouais, t'as raison. Ah, je suis bête, ouais, t'as raison. Et il arrive à cette conclusion, enfin, à ce souvenir qui lui était jamais venu du lycée, je sais pas quoi. De la vexation. De la vexation. Là, il peut être là en train de se dire, mais comment ça se fait que j'arrive toujours pas à débloquer, etc. Et puis d'un coup... Vous en pensez quoi? Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et peut-être que du coup, ça le renvoie à l'anniversaire de quand il avait 15 ans, tu vois. Oui. Il s'est pointé. C'était le jour de son anniversaire. Qu'il apprend que ses parents se séparent. Mais peut-être juste dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire dire de manière un peu... Parce que tu sais, on a commencé avec ce ton-là, un peu, genre, tu vois, comme tu dis, factuel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de factuel? De factuel. Tu vois, ou alors peut-être que on boucle avec l'histoire de la séance. 1351, il n'eut pas eu besoin de faire la 1352e séance. Mais déjà, là, je trouve c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est qu'un personnage qui est déjà... Les choses positives qu'on a pour nous, c'est que le personnage, il est substantiel. On l'imagine déjà. On sent qu'il a quelque chose. Puis le fait d'avoir mis cette fragilité-là, du gars qui n'arrive pas, on va forcément se sentir de son côté. Le fait qu'il fasse ce truc-là, il arrive essoufflé. Il a monté les volets 4x4. Et surtout face à cette... Parce que peut-être qu'il le sait que c'est cette fille-là. J'ai une autre chute. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas si c'est drôle. Vas-y. Après, ça peut être drôle. Faut que ce soit bouclant. Oui, bouclant, ouais. Non, parce que t'as dit un truc que j'ai trouvé pas mal. C'est la porte s'entrouvre et tout d'un coup, t'as l'impression qu'il a... Enfin, tu vois, il y a une épiphanie, quoi. Et son visage s'illumine et tout. Donc là... Alors c'est pareil, la comédie, c'est déjouer aussi des attentes. Donc se dire qu'il a trouvé l'amour, c'est peut-être la première idée qui vient, et c'est pas forcément très bien, quoi. En tout cas, que c'est pas la surveillante générale, ça oui. Et si en fait il s'était trompé et qu'il avait sonné chez un psychanalyste, un autre,
Et en fait, la voix off explique qu'il a changé de psychanalyste. Et en fait, tu le revois pareil, et c'est sa 1352e séance, et il est toujours sur son problème. Non, c'est sa première séance, parce que du coup, il calcule à 0, tu vois. Et du coup, il a repris. Ah, j'aime beaucoup ça, c'est bien. Oui, c'est bon, tu vois, c'est super. Du coup, c'est un cabinet. Parce que du coup, est-ce qu'il y a des. Parce que je pense qu'on peut utiliser la voix off pour le personnage pareil, enfin, du coup, qui ouvrirait. Est-ce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas un gimmick de psychanalyste je pense qu'il faut... Comment tu fais pour que ça puisse passer? Mais je pense qu'il faut qu'il soit un peu dans la même configuration. Il faut qu'il soit même dans la même configuration pour le cabinet. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, de toute façon, on va retrouver, le cabinet, imaginons... Ah oui, Épiphanie, il rentre. Alors tout de suite, on s'imagine l'homme à faire, machin. Entrer dans le champ. Parce que des fois, les gens comme ça qui font des psychanalyses, en fait, tu t'aperçois que ce qui est important pour eux, c'est la séance de psychanalyse. Ah oui, de toute façon, c'est l'objectif. Hein. Voilà. Tu essaies de devenir autonome. Et donc, tu t'imagines que, je sais pas, alors imagine que ce soit un truc super épuré. Il est dans un cabinet très, très, très épuré où il n'y a rien. C'est pas du tout le cabinet de Freud, où il y avait plein de trucs et tout. Et il y a juste peut-être une espèce de tableau complètement... Et en fait, c'est la même chose avec un autre tableau totalement différent. Et c'est le seul truc... voilà. Et le mec, en fait, il a eu l'épiphanie. Et la voix explique de manière complètement distanciée qu'en fait, il s'était trompé. Et en fait, tu t'attends à il a trouvé l'âme sœur. Non, en fait, il a trouvé un autre psychanalyste. Et en fait, il est reparti. Et tu as la voix off qui dit il s'était trompé. Il n'avait pas sonné chez Machine. Mais il avait enfin chez, une rencontre déterminante. Mais chez peut-être une femme. Et là, tu te dis, ok, il est tombé amoureux. Mais non, cette femme, c'est une psychanalyste. Et tu fais... Et donc, du coup, tu gardes l'élastique, tu le maintiens tendu, quoi. Tu vois, et puis, paf, contre-champ. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est comme s'il était tombé amoureux en fait, il est amoureux de ses séances, quoi. Et est-ce que du coup, le penseur, ça peut être pas justement lui qui s'installe, du coup, sur le truc et qui regarde tout heureux les trucs, et puis hop, installez-vous, puis il s'installe, et là on sent que c'est... Ah, il a trouvé... Ouais, je pense qu'il faut... Et tu vois, dans l'écriture, je me suis aperçu que des fois, avec Franck, comme on venait du scénario... à partir du moment où on avait compris quelque chose, on passait à autre chose. Et en fait, il faut étirer le plus possible. Ouais. Et ça, tu t'en rends vachement compte quand tu réalises, en fait. Il faut étirer parce que ça, surtout en comédie, ça peut... Tu vois, là, par exemple, ce qui est important, c'est de se dire, si tu as envie de voir la femme, quoi. Ouais. Parce que tu es persuadé. Là, en fait, tu mets le spectateur sur une fausse piste, quoi. Et le spectateur, il est persuadé, il est OK, d'accord. Il a rencontré, il s'est trompé, il a rencontré, et j'ai envie de voir. Oh merde, je ne m'attendais pas. En fait, c'est une femme, mais c'est une psy. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi un succès parce que, et c'est ce que tu dis, tu tires un trait sur les 1351 séances, tu repars de zéro. Donc, c'est comme si tu avais avancé un peu. Tu vois, à 50 € la mieux. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. À 50 €, parce que ça se trouve, c'est pour ça que c'est moins cher. Mais tu laisses le spectateur juge. Tu vois. Je dirais peut-être que c'était pas ça cher. C'est le petit détail, tu vois. C'est super. Alors, moi, je trouve qu'on est pas mal. Par exemple, si je devais diriger l'acteur, je lui dirais... t'es face à une espèce de porte entrouverte ou je sais pas quoi, et en fait, tu redeviens un gamin face à une CPE. Donc, ça veut dire que tu perds tes moyens. Ça veut dire que tu vois, un gamin, par exemple, ne pourra jamais argumenter de manière aussi rationnelle qu'un adulte. C'est totalement dissymétrique. Et en fait, donc, il redevient un enfant. Tu vois, par exemple, en indication de jeu, je lui donnerais ça à manger, en fait. Tu redeviens un gosse. Et du coup, tu t'en mêles les pinceaux, parce que comment expliquer à ta CPE que tu l'as dessiné les seins nus et tout ça, et qu'en fait, tu fantasmais un petit peu sur elle. Enfin, tu vois, t'avais 15 ans, à 15 ans, bah oui, forcément.
on s'excite un peu, machin, tout ça. Et puis comme en plus, j'avais pas tellement de succès avec les filles... tu vois. Donc, alors, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a? Alors, c'est pas pour faire le feignant, mais en fait, je pense que, tu vois, par exemple, le travail avec un acteur, j'ai remarqué ça, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et après, tu vois, par exemple, Elsa Zilberstein, elle me disait, quand on a fait le film, elle me disait tout le temps, non mais ça, c'est ma petite cuisine. Et c'était drôle parce que effectivement, c'est sa petite cuisine. Mais il faut pouvoir lui dire, bah tu vois, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, tu vois, tu redeviens un petit garçon ou une petite fille. Et puis, et du coup, tu perds tes moyens. Et puis, du coup, ouais. Parce qu'en fait, il convoque ça. Il convoque des trucs qu'ils ont vécu eux, quoi, tu vois. Et c'est là où finalement c'est bordé pour eux, tu vois, parce qu'ils se disent ok, d'accord, donc ok, cet état émotionnel là, je sais ce que c'est, tac, je vais le convoquer, je vais le machin, tu vois. Bon bah c'est super. Écoute, je crois qu'on est un peu plié bagage. C'est rigolo, ce qu'on vient de faire là, ça me rappelle vraiment ce qu'on faisait au Guignol, quoi, cette espèce d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas X sketch. C'était ça, quoi. Ouais. Et donc, en fait, fallait trouver, fallait tac lui parler, et fallait que ce soit là, quoi. Il y a cette espèce d'urgence. C'est rigolo, je l'avais pas. C'est comme si j'avais retrouvé cette espèce d'urgence qui était à l'époque. Et t'as réussi le challenge. Et t'as vu, je suis pas traumatisé. Hein. Non, on n'est pas là pour traumatiser les gens. On est là aussi pour leur montrer que, en se poussant un peu au cul, en s'obligeant à produire, on produit. Et encore une fois, la qualité, là pour le coup, les gens vont essayer de faire ça chez eux. Ils vont faire une première fois. Bon, ça sera plutôt pas mal ou j'en sais rien. Tu refais ça, tu le refais, tu t'arrêtes pas là-dessus. Et puis avec cette idée de justement, là, t'as un texte qui produit, enfin, on va dire, ça, c'est un texte de départ. C'est un canevas, quoi. Voilà, après, tu vas écrire une première version, une deuxième version, puis après, tu vas l'améliorer encore une fois, justement, au tournage, puis après, tu la réménageras au montage, et comprendre, je sais, comme tu l'as dit, le labeur, quoi. L'idée que c'est du travail, quoi. Il faut pas avoir peur de lâcher des mauvaises idées. Tu vois, faut pas se dire non, c'est pas une bonne idée, je la garde pour moi. Non, au contraire, c'est parce que c'est extériorisé que, par exemple, là, ce qu'on a fait là, que toi, tu peux rebondir. Tu vas dire un truc qui va peut-être pas être tout à fait dans la cible, mais qui va me faire rebondir. En fait, ce qui est important, c'est de libérer la parole et que ça amène une idée, qui en amène une autre et tout. Ça, c'est hyper important, quoi. Faut être vraiment désinhibé et quitte à... Alors, quand on bosse à deux, évidemment, ça peut être compliqué, mais par exemple, avec Franck, maintenant, on n'a plus de soucis. Si, par exemple, son idée me semble pas terrible, je lui dis non, c'est pas terrible. Mais lui aussi. Et en fait, on n'est pas là à dire ouais, putain, tu te dis que là, tu dis ça parce que... Non. Je crois que c'est une des règles du brainstorming, il faut vraiment pas censurer, c'est ça? Non. Tu te censures pas. Pour moi, il faut y aller franco, parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est ça, quoi. C'est ce qu'on écrit, c'est l'idée, voilà, c'est ça qui est important, c'est pas nous, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci de m'avoir fait revivre. Non mais merci, c'est vachement, c'est chouette. Non, du tout. Non, okay. Mais j'adore. Enfin, tu vois, c'est partir de rien et enfin c'est aussi ça que ce métier est chouette, quoi. C'est que tu pars de rien et tu construis un tout, quoi. Enfin. Trop bien. On va aller débriefer tout ça tranquillement, si tu veux venir. Hop. Allez. Ok, alors voilà, on a fait notre expérience d'écriture et ça va être l'occasion du coup de prendre peut-être un peu plus d'auteur, en tout cas de distance avec ce qu'on a fait, c'est-à-dire le travail d'écriture. Est-ce que vous pouvez dire que les Guignols pour toi, il y a eu un côté un peu école, enfin est-ce que du coup ça t'as fait tes armes aussi, enfin le fait école, j'en sais rien, ou en tout cas laboratoire aussi, mais pendant 4 ans, justement, le fait d'être obligé de coller à l'actu, d'être hyper réactif, est-ce que ça t'a musclé, je sais pas. En fait, pour moi, les Guignols, c'est le truc où vraiment, ça m'a musclé, c'est le fait de trouver une idée. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est quelque chose qui va
c'est une espèce de ressort qui va permettre d'aller du début, milieu de ce développement, parce que les sketchs, c'est 1 minute à peu près, et vers cette fin qui est un gag, qui est une chute. Voilà, c'est ça l'idée. Un sketch, c'est comme une unité irréductible, quoi. C'est un long, ça fait ça, quoi. Et puis un long métrage, ça fait. Donc en fait, il a fallu qu'on apprenne à structurer. C'est-à-dire une idée de film, il faut la structurer pour que ça dure 1h30. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis même demandé, avec Franck, on s'est dit, mais est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on est fait pour ça ? Donc en fait, le métier que j'avais appris d'auteur des Guignols, en fait, j'ai réappris autre chose. Et puis on y est arrivé. Est-ce que dans cet apprentissage, est-ce qu'il y a eu des aides ? Est-ce qu'il y a eu des conseils ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé justement à passer le cap ? Moi, il y a un producteur qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Il ouvre son armoire et il me sort mon premier livre de scénario. Il n'y avait pas d'école de scénario à l'époque. Donc, c'était Sid Field. Okay. Et c'était mon premier livre, ça s'appelait Screenwriting. Donc, c'était en anglais en plus. Et ça a parlé des 3 actes et tout ça. Je ne connaissais pas du tout. Ça parlait les plot points, les machins, tout ça. Je ne connaissais pas. Et donc, on a lu ça. En fait, c'est les livres d'écriture de scénario qui m'ont aidé. Puis après, voir des films pour voir comment ça s'applique. Décortiquer un peu tout ça. Voilà. Okay. Et il nous dit, vous savez, le cinéma, c'est la science des obstacles. C'est-à-dire qu'un personnage veut faire quelque chose, il rencontre un obstacle. Il passe par-dessus cet obstacle, il rencontre à nouveau un obstacle. Il passe par-dessus cet obstacle, etc., etc. Et en fait, moi, j'aime bien ce genre de choses parce que, en fait, je rentre à la maison et puis ça... C'est là que c'est comme des mots-clés, un peu. Bien sûr. Qui déclenchent une réflexion, qui déclenchent... Et du coup, là, tu me parlais de mots-clés. Est-ce que, après, c'est une petite question un peu difficile, mais tu pourras compléter au fur et à mesure. Mais si tu avais, je sais pas, une dizaine de mots-clés, après obstacle, parce que tu n'as jamais donné un mot-clé, obstacle. Ça, c'est obstacle. Cool. Une histoire, c'est un personnage qui rencontre des obstacles. Comment il les dépasser pour avancer et faire avancer l'intrigue. Là, est-ce que tu aurais d'autres, après 10, je te dis 10, peut-être 5. Il y a un mot alors, qui peut prêter à confusion, mais c'est révélation. C'est-à-dire, faut tout le temps qu'on apprenne quelque chose. Alors, révélation, c'est pas la révélation, mais il faut tout le temps qu'on apprenne quelque chose. Alors, il y a ça, ce qui permet de toujours, en tant que spectateur, être sollicité et toujours être surpris. Ou alors, c'est pas forcément des grandes surprises. Hein. C'est des fois au détour d'un dialogue, on apprend quelque chose. Donc, en fait, ça nous rend toujours... voilà. Obstacle, révélation. Il y a ça. Il y a comment je pourrais dire ça ? Comment se place le spectateur par rapport au personnage ? Est-ce que le spectateur... il faut qu'il sache les choses avant le personnage. C'est très risqué, parce qu'il peut s'ennuyer aussi. D'accord. Ou est-ce que le spectateur est à la hauteur du personnage ? Alors qu'il apprend en même temps. Voilà. Donc ça, c'est aussi des questions vachement importantes par rapport à l'attention qu'on a vis-à-vis de l'histoire, quoi. Donc il y a des fois, c'est bien Bon, Hitchcock disait un truc, mais alors c'est marrant parce que moi j'y pense tout le temps. Le fameux truc d'Hitchcock qui parlait de surprise et suspense. Donc le meilleur exemple, c'est par exemple dans Vertigo. Dans le bouquin, je me souviens, j'avais lu le bouquin à l'époque. Le bouquin, c'était Sueur froide, Poirot et Narcejac. Et dans le bouquin, c'était une surprise. On découvrait que c'était la femme. Voilà. Et Hitchcock dit bon, très bien, c'est une surprise. Le problème de la surprise, c'est qu'elle dure 3 secondes. Je crois que dans le bouquin, il parle aussi de l'idée de la bombe. Mais ça, il en parle, oui, dans les Hitchcock. J'imagine. Il explique, je crois que il parle de la bombe. Il dit voilà, la surprise, c'est t'as un bus, les gens ça roule et tout, puis bam, d'un coup la bombe explose. Surprise, choc, quand t'es peinard. Alors que le suspense, c'est le film commence, un type arrive avec sa valise, il y a une bombe dedans, il la glisse dans un truc, il se casse, les gens montent, et là, pendant tout le truc, tu sais pas, les gens montent, on sait pas quand elle va exploser, on sait pas si elle va exploser, et... Exactement. Et le film tient pendant 1h30. Voilà. Mon mot-clé, c'est schizophrénie.
mais positivement, positif. Parce que en fait, l'auteur a envie de raconter quelque chose, mais il faut aussi qu'il se place dans la position du spectateur, à qui lui-même raconte cette histoire, et savoir si ça le captive, ça l'intéresse, voilà. Et c'est pas uniquement une logique commerciale parce que Hitchcock, par exemple, il avait le souci du public tout le temps. Et je pense que on peut se perdre à vouloir, par exemple, exprimer des choses, mais on oublie la personne à qui on va raconter cette chose-là. Et donc, il faut être capable, c'est là où c'est dur, en fait, d'être scénariste, c'est qu'il faut être capable à la fois d'être l'émetteur, et en même temps, il faut se mettre dans la peau du récepteur. Okay. Ça, c'est vachement dur, parce qu'on a tendance à être amoureux de nos idées, c'est génial et tout. Mais moi, je trouve que cette dissociation-là, c'est un des trucs les plus durs à obtenir, en fait. Et c'est à force de faire qu'on finit par le comprendre, parce qu'en fait, un film, c'est uniquement ce qu'on montre. Mais le film, d'une certaine manière, l'histoire, elle vit entre les scènes. Elle vit avant la scène, elle vit après la scène. Et en fait, le réalisateur, il choisit de montrer telle partie. Et donc, quand on écrit une histoire, en fait, c'est aussi d'appréhender ce qui n'est pas à l'image, mais ce qui va remplir la tête du spectateur, et aussi au niveau des émotions et tout ça, quoi. Tu vois. J'ai l'impression que plus on pratique, plus après on arrive à réduire au minimum. J'allais te le dire, en fait, c'est la pratique. En fait. Il faut pratiquer, il faut écrire, voilà. Ça, en France, on aime bien entretenir ce mythe, là, je suis là, et puis j'attends, la muse vient se poser et tout. Non, moi, je bosse pas tous les jours. Je bosse uniquement quand je suis inspiré. En fait, ça marche pas. Ça vient parce que, à force de travailler, ça vient comme ça, quoi. C'est un muscle, en fait. C'est un autre truc que je répète aussi à mes étudiants, c'est une sorte de motto que je leur ai donné, c'est tout pour le film. Ouais. C'est genre, après, ça se parle aussi des égos et tout ça, mais pour ça, bien sûr. On met le travail au centre, on veut faire le meilleur film possible. Si quelqu'un te fait un retour, il dit bon, comment je change, comment je casse, comment je transforme. Après, je trouve qu'au judo, il se trouve qu'on est tous les deux judokas, on s'est retrouvés sur les tatamis ensemble, et je trouve qu'aussi cette discipline, moi, du judo, m'aide aussi même dans mon travail au quotidien, pour me dire, si quelqu'un te fait un retour, s'il y a quelque chose à redire sur ta pratique, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc, tout de suite, tu corriges. Tu n'es pas en train de dire, oui, mais c'est parce que... Machin. Au départ, il y a le réflexe de dire... Tu te mets pas, par rapport à notre pratique, tu ne te mets pas en opposition. Voilà. Tu restes mobile et tu vas trouver un... Voilà. Mais alors, ça, c'est un mot-clé, ce que tu as dit tout à l'heure. C'est un... Tiens, je suis en train de l'oublier. Tout pour le film. Par exemple, quand on était au Guignol, c'était tout pour l'idée. En fait, c'est l'idée qui est la pépite, en fait. Les égos, on s'en fout, quoi. C'est l'idée. C'est tellement dur, voilà. C'est tout pour l'idée. Et c'est vrai qu'avec Franck, au début, on a dû frotter un peu nos égos, mais assez rapidement, en fait, le truc, c'était tout pour l'idée. Et après, tu généralises ça pour un film, c'est tout pour la situation, tout pour l'histoire, tout pour le film, effectivement. Et un autre mot-clé, enfin une phrase clé, parce que c'est en train de s'étendre à la phrase clé, c'est dans la logique de ce que tu dis là, dans le sillage de ce que tu dis, c'est accepter que ce soit un travail collectif aussi. Alors c'est vrai que quand on écrit, on est soit seul, soit avec un co-auteur, on est en petit comité, quoi. Il y a le producteur, donc c'est une espèce de cellule un peu. Il faut avoir une idée directrice, donc c'est là où il y a un boulot où c'est soi, quoi. Mais il faut accepter que c'est un travail collectif, donc il y a un côté chef d'orchestre, et puis accepter qu'on travaille avec des gens quand même très très talentueux, quand même, et que on peut pas avoir toutes les idées aussi, quoi. Bien sûr. Ça, c'est donc humilité, on va dire. Bien sûr. Humilité. Mais c'est bien de le dire. Parce que ouais, genre, ah putain, j'ai pas eu cette idée-là. Parce que les gens avec qui on bosse sont aussi là pour nous stimuler. C'est-à-dire que des fois, on trouve des idées, mais grâce aussi à... Donc, c'est
c'est pas, j'allais dire, l'écrivain seul devant sa machine. C'est pour ça que le cinéma c'est quand même très particulier. Il y en a qui disent, bon voilà, c'est de l'art avec un grand A. D'autres qui disent c'est de l'industrie parce que mais en fait c'est les deux, quoi. C'est les deux. Il y a un travail solitaire et puis il y a un travail collectif qui est très important. Et puis tout se nourrit l'un l'autre, voilà, quoi. Est-ce que tu as des rêves? Ouais. Par rapport au cinéma, mon rêve, c'est d'écrire une première version de scénario dont tout le monde dit, producteur, distributeur, c'est parfait, on la tourne. Bon, écoute, je te souhaite ça pour le futur. Écoute, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Bah oui, volontiers. Salut. C'est un plaisir.